26 juillet 1956, le nouvel homme fort de l'Égypte, Nasser, éclate de rire au milieu de son discours. Il jubile parce qu'il vient de réaliser le rêve de tout nationaliste égyptien, nationaliser le canal de Suez. Il y a exactement 70 ans, c'est ce canal par lequel passe aujourd'hui encore près de 10% du commerce maritime mondial qui se retrouve au centre de la plus grande crise de l'époque. La France et le Royaume-Uni en ressortiront humiliés alors qu'elle signera la fin d'une époque, celle des empires européens, et le début d'un nouvel ordre mondial. Alors, comment cette simple voie d'eau de 160 km est-elle devenue le cimetière des vieilles puissances et le théâtre des nouveaux maîtres du monde, les États-Unis et l'URSS? Et si on revenait ensemble sur la crise de Suez? Cet épisode, on le réalise en collaboration avec NordVPN, sponsor récurrent de la chaîne. À une époque où les restrictions ne font que se renforcer sur internet, ça peut être intéressant de prendre un VPN pour accéder au site sans problème et sans contrôle d'identité douteux à coup de scan de votre visage ou de photos de votre carte d'identité qui finit après dans on ne sait quelle fuite de données. NordVPN, c'est l'offre la plus rapide du marché, avec un service client 7 jours sur 7 et une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Et c'est une protection complète, parce qu'en plus du VPN, vous auriez accès à un antivirus nouvelle génération qui intercepte les menaces à la source. Ça identifie les fausses boutiques, bloque les sites d'arnaque, neutralise les liens d'hameçonnage, et ça bloque même les téléchargements de fichiers contenant des virus ou des malwares. D'autant que vous avez en plus un blocage des appels frauduleux sur votre téléphone, ce qui, on va pas se mentir, est quand même bien utile en ce moment. Vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils, téléphone, ordinateur, télé, et en passant par mon lien en description, vous pouvez profiter de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans. Merci à eux de soutenir la chaîne depuis plusieurs années, et merci à ceux d'entre vous qui passeront par mon lien en description. Et on peut en revenir au canal de Suez. La Méditerranée d'un côté, la mer Rouge de l'autre, et entre les deux, une petite bande de terre de 130 km tout au plus. C'est l'isthme de Suez. Il suffirait d'y creuser un canal pour éviter aux navires d'avoir à contourner l'Afrique pour se rendre en Asie. L'idée n'a rien de nouveau, elle avait déjà été concrétisée pendant l'Antiquité avant d'être abandonnée, et elle renaît en Europe dès que les Portugais atteignent l'Inde par le cap de Bonne-Espérance, et portent par la même occasion un coup au monopole des cités italiennes sur le commerce avec l'Asie. Les Vénitiens proposent alors une idée aux Turcs, qui contrôlent l'Égypte, celle de revigorer la route traditionnelle des Indes en creusant un canal pour relier le Nil à la mer Rouge, mais sans succès. Un peu plus tard, en 1679, le marchand français Jacques Savary dédie un ouvrage à Colbert dans lequel il conseille de réactiver le commerce avec la mer Rouge pour contourner les voies tenues par les Portugais, les Anglais et les Hollandais, chose qui serait largement facilitée par la construction d'un canal. L'idée fait lentement son chemin en France, et quand Bonaparte s'élance pour l'Égypte en 1798, il amène avec lui des ingénieurs chargés d'étudier le percement de l'isthme de Suez. Les défaites militaires mettent un coup d'arrêt au projet. Pendant un demi-siècle encore, des hommes rêvent de relier l'Orient et l'Occident. En 1846, ils fondent à Paris la Société d'études pour le canal de Suez, qui regroupe des associés français, allemands et même britanniques. Ils envoient, avec le soutien du gouverneur d'Égypte Mohamed Ali, une équipe d'ingénieurs pour réaliser les mesures nécessaires sur le terrain. Mais le temps n'est pas propice à la mise en place d'un grand projet international, et le projet ne va donc pas plus loin. Il faudra encore attendre 1854 pour que le quatrième fils de Mohamed Ali, Saïd Pacha, obtienne le pouvoir en Égypte. Or, il est ami avec l'ancien consul de France, un certain Ferdinand de Lesseps, qui rêve de faire percer le canal, et qui a même rédigé un mémoire pour convaincre le prédécesseur de Saïd. Peu après son investiture, le gouverneur invite Lesseps en Égypte, où ils passent plusieurs semaines ensemble. Et un soir, l'ancien consul convainc le gouverneur de la nécessité de ce projet. Dans son mémoire que Lesseps lui fait adresser dès le soir même, Saïd Pacha peut lire « Pour son règne, quel beau titre de gloire ! Pour l'Égypte, quelle source intarissable de richesse ! Les noms des souverains égyptiens qui ont élevé les pyramides, ces monuments de l'orgueil humain, restent ignorés. Le nom du prince qui aura ouvert le grand canal maritime sera béni de siècle en siècle, jusqu'à la postérité la plus reculée. » Le 25 novembre 1854, à la citadelle du Caire, c'est Saïd lui-même qui fait part du projet au consul des différentes puissances venues le féliciter pour son investiture. Mais la réalité du terrain est un enfer. C'est le 25 avril 1859 que les premiers coups de cloche résonnent à Port Saïd. Le chantier pharaonique dure 10 ans. La compagnie, créée pour l'occasion, mobilise une armée d'ouvriers, que le gouverneur complète par près de 20 000 à 30 000 paysans soumis à la corvée, à un système de travail forcé. Il creuse la vase à main nue,
dorment dans des gourbilles et certains meurent de soif ou de maladie. Et en 1869 enfin, les eaux des deux mers se rejoignent dans les lacs amers. Mais la gloire est de courte durée. La compagnie n'est pas rentable et la construction du canal a coûté 2 fois plus cher que ce qui était prévu. On frôle la faillite et il faudra attendre plusieurs années avant que la situation ne s'améliore. Le successeur de Saïd, quant à lui, le Khedive Ismaïl, s'endette massivement et a des taux d'intérêt qui atteignent parfois les 20%. En 10 ans, la dette égyptienne est passée de 340 millions de francs à près de 2 milliards, et la situation ottomane n'est pas bien meilleure. En 1875, l'Égypte est en faillite. Le gouverneur n'a d'autre choix que de vendre ses 176 000 actions de la compagnie du canal. Il approche d'abord un groupe de banquiers français, mais le gouvernement refuse de soutenir le projet. Pendant ce temps, le premier ministre britannique, Benjamin Disraeli, flaire l'occasion. Le Parlement ne siège pas, peu importe. Il envoie son secrétaire chez le banquier Lionel de Rothschild en plein dîner. En 10 jours seulement, pour 4 millions de livres, soit 100 millions de francs, le Royaume-Uni, qui s'était pourtant opposé au projet pendant 15 ans, devient le principal actionnaire de la compagnie. Et les taux se resserrent. En 1882, prétextant une révolte nationaliste, les troupes britanniques débarquent et occupent Alexandrie, puis Port Saïd. L'Égypte devient un protectorat britannique. 6 ans plus tard, les grandes puissances internationales se retrouvent à Constantinople et y signent une convention assurant la libre circulation dans le canal. Mais ce canal, rêvé par des Français et creusé par des Égyptiens, appartient désormais de facto à l'Empire britannique. Il devient sa ligne de vie, l'artère vitale qui relie Londres aux richesses des Indes, et il faudra attendre 74 ans pour que la situation évolue. Faisons un bond de plusieurs décennies. Nous sommes désormais en 1956. Voilà plus de 10 ans que la guerre a pris fin. Le monde tourne la page des impérialismes européens, la décolonisation a le vent en poupe et la guerre froide gèle le monde. L'Égypte se trouve à la croisée de tous ces changements. Depuis 1954, le Caire s'est trouvé un nouveau maître, le lieutenant-colonel Gamel Abdel Nasser, dont le mouvement a pris le pouvoir par une révolution en 1952. Il est résolument nationaliste et indépendantiste. Alors bien sûr, il voit d'un très mauvais œil la présence de troupes britanniques sur son sol et la mainmise étrangère sur le canal. Et tout ça n'a rien de nouveau. Les milieux nationalistes égyptiens revendiquent la nationalisation de celui-ci depuis plusieurs années déjà, ce qui a poussé les gouvernements successifs à réclamer des concessions à la compagnie. En 1949, l'Égypte obtient une redevance de 7% sur les bénéfices annuels du canal et gagne 7 sièges sur 32 au conseil d'administration de l'entreprise. Nasser va plus loin. Dès l'automne 54, il signe un accord avec le Royaume-Uni prévoyant l'évacuation en 20 mois des forces britanniques stationnées en Égypte. Avec cet accord, les deux camps reconnaissent que le canal est une voie d'eau internationale faisant partie intégrante de l'Égypte, ce qui n'a pas de sens, mais la contradiction montre bien le climat de tension d'alors. Pendant ce temps, le canal bat tous les records. Les recettes de 1955 dépassent les 34 milliards de francs, plus de 16 milliards de bénéfices. Plus de 107 millions de tonnes de marchandises y ont transité cette année. Le manque à gagner est énorme pour le gouvernement égyptien. C'est finalement la diplomatie qui va mettre un coup dans la fourmilière. Les Américains et les Britanniques veulent enchaîner l'Égypte au pacte de Bagdad, une coalition destinée à encercler l'Union soviétique. Mais Nasser, figure de proue de la conférence de Bandung en 1955, choisit une autre voie, le non-alignement. Pourtant, Nasser a un rêve, un projet titanesque pour transformer son pays, le haut barrage d'Assouan. Il faut imaginer un ouvrage géant, capable d'irriguer 2 millions d'acres de désert et de fournir de l'électricité à 22 millions d'Égyptiens. Or, son coût serait insoutenable pour le pays, plus d'un demi-milliard de dollars. L'Égypte n'a pas les moyens de ses ambitions. Elle demande alors le soutien de la Banque mondiale, qui lui octroie une avance de 200 millions, mais aussi des États-Unis, qui sont prêts à lui céder 54 millions, et il en espère autant de la part du Royaume-Uni. Mais l'humeur de Washington change brusquement. Le 18 juillet 1956, les États-Unis retirent leur financement, suivi par le Royaume-Uni et la Banque mondiale. La raison ? Nasser a acheté du matériel militaire russe en Tchécoslovaquie et a reconnu la Chine populaire en mai de la même année. La réponse de Nasser ne se fait pas attendre. Une semaine plus tard, place Manchia à Alexandrie, il prend la parole devant une foule survoltée. La compagnie universelle du canal de Suez n'existe plus depuis aujourd'hui. Nous nationalisons cette société au profit du peuple. Le canal est désormais à nous, bien à nous. Le canal de Suez payera, et amplement, la construction du barrage d'Assouan. Nous n'avons plus besoin d'aller mendier de l'argent à Washington, Londres ou Moscou. Et puis, il rit. Après avoir lu chaque article de son décret de nationalisation, il rit.
Pendant qu'il parle, le nom de code Lesseps, répété 13 fois, donne le signal aux commandos égyptiens pour s'emparer des bureaux de la compagnie au Caire, à Ismaïlia et à Suez. Le choc est mondial et l'image du Raïs se fracture. À Paris et à Londres, on hurle à la spoliation. La presse dépeint Nasser comme un Hitler du Nil, un dictateur qu'il faut briser pour éviter un nouveau Munich. On l'accuse d'être le cheval de Troie de l'URSS en terre d'islam. Mais de l'autre côté, pour les pays colonisés ou fraîchement indépendants, Nasser change de visage. Il devient le nouveau Bolivar, le leader national capable de ruiner l'influence occidentale. En une seule nuit, le canal de Suez devient le symbole de la décolonisation. L'Europe va devoir faire un choix, intervenir ou se laisser humilier. Octobre 1956. Dans un pavillon discret de la banlieue parisienne, à Sèvres, une dizaine d'hommes jouent le sort du Proche-Orient. Autour de la table, les visages sont graves. Guy Mollet pour la France, Davin Ben Gourion pour Israël et, plus réticent, Selwyn Lloyd pour le Royaume-Uni. On négocie la chute de Nasser. Le plan est simple. Israël doit lancer une attaque massive dans le désert du Sinaï le 29 octobre. Dès le lendemain, Paris et Londres feindront la surprise et adresseront un ultimatum aux deux belligérants. Retirez vos troupes à 15 km du canal. L'Égypte, agressée sur son propre sol, ne peut que refuser. Ce refus sera le prétexte à l'intervention militaire européenne, officiellement destinée à séparer les combattants et à garantir la paix. En réalité, il s'agit d'une opération de reconquête coloniale travestie en mission de police internationale. Au lendemain de la nationalisation, les réactions étaient très tièdes en Occident. Les gouvernements français et britanniques, en accord avec Washington, ont annoncé bloquer les avoirs égyptiens dans les trois pays, tandis que la compagnie a demandé aux armateurs de continuer à lui régler les droits de transit comme d'habitude, mais de ne le faire qu'à Londres et Paris. Du 16 au 24 août, les délégués des principaux États utilisant le canal se réunissent à Londres, et 18 d'entre eux, sur 22, adoptent un plan visant à confier la gestion de la voie maritime à une instance internationale sous l'égide de l'ONU. L'Égypte, absente, ne compte pas s'y plier, et l'URSS pose son veto contre la mesure. C'est cette impasse qui encourage les deux puissances, bientôt rejointes par Israël, à envisager une intervention armée. Mais pourquoi une telle alliance ? Pour la France, la clé de l'Algérie se trouve sur les bords du Nil. Guy Mollet et ses ministres sont obsédés par Nasser, qu'ils voient comme l'un des principaux soutiens à la rébellion du FLN en Algérie, et on souhaite faire indemniser les plus de 100 000 actionnaires français de la compagnie. Du côté britannique, on a du mal à accepter cette perte d'influence au Moyen-Orient. Le Premier ministre Anthony Eden ne pardonne pas l'évacuation des troupes anglaises de 1954 et voit dans le canal la ligne de vie de l'Empire, notamment pour son rôle dans l'approvisionnement anglais en pétrole. Les Israéliens, quant à eux, sont convaincus que Nasser menace l'existence de leur État. Ils se convainquent qu'il vaut mieux agir tout de suite, plutôt que d'attendre que l'Égypte fasse usage de ses armes russes. Le 29 octobre 1956, à 17h, l'opération Mousquetaire est lancée. Les parachutistes israéliens sautent sur le col de Mitla. C'est une offensive éclair. Dans le désert, tout se passe bien. Trop bien même. Tsahal balaye les forces égyptiennes et menace déjà Suez. Les alliés ne s'étaient pas préparés à ça. Ils ne sont pas encore prêts à débarquer. Pire, une bataille diplomatique s'est engagée à l'ONU dès le départ de l'invasion israélienne. Les États-Unis, qui sont à la veille d'une élection présidentielle, et l'URSS, alors occupée à mater une révolution en Hongrie, réclament l'arrêt des combats. Malgré tout, Londres et Paris mobilisent une force titanesque. 80 000 hommes, 100 navires de guerre, 450 avions. Le commandement est rigide, chaque décision doit remonter à Londres, et chaque initiative française est bridée par un supérieur britannique. Plus grave encore, on attend le 31 octobre pour lancer des premiers bombardements sur les aérodromes égyptiens. Les parachutistes alliés ne tombent à Port Saïd que le 5 novembre, une semaine après l'attaque israélienne, une semaine après qu'un cessez-le-feu ait été demandé à l'ONU. Sur le terrain, la situation est chaotique. À Port Saïd, les parachutistes français de Massu et les bérets rouges britanniques font face à une résistance égyptienne décousue mais gênante. On se bat dans les rues. Les troupes alliées progressent aussi le long du canal, mais elles piétinent. Il faut 36 heures pour saisir 40 km. Et le temps presse. Toute l'opération dépendait de sa vitesse d'exécution. Une semaine pour s'emparer du canal, c'est beaucoup trop. D'autant qu'on en est encore loin. Et en plus, Nasser a déjà fait s'aborder des navires remplis de ciment pour bloquer la navigation. Le canal est inutilisable. Le prétexte de l'intervention s'effondre. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Égypte et la colère gronde. 6 novembre 1956. Eisenhower vient d'être réélu président des États-Unis, et il ne veut pas d'une guerre coloniale qui précipiterait le tiers-monde dans les bras du communisme.
D'autant qu'il n'a aucune envie d'être entraîné pour la 3e fois en 40 ans dans un conflit mondial à cause des bêtises que font les Européens. Les soviétiques de leur côté, trop heureux de pouvoir faire oublier la répression qui frappe la Hongrie, déploient une intense activité diplomatique et menacent à demi-mot de faire usage de l'arme nucléaire. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le président du Conseil français reçoit une note de la part du général Boulganine. Dans quelle situation se trouverait la France si elle était l'objet d'une agression de la part d'autres États disposant de terribles moyens de destruction modernes? Le gouvernement soviétique est pleinement résolu à employer la force pour écraser les agresseurs. Certes, Boulgamine bluffe, mais les messages adressés à Londres et Paris sont diffusés et ont un fort impact sur l'opinion publique. Mais la menace la plus létale ne vient pas de l'Est, mais de l'allié américain. Eisenhower n'a pas besoin de missiles pour mettre le Royaume-Uni à genoux. Il lui suffit d'attaquer sa monnaie. Sous les coups des spéculateurs de Wall Street et de la Federal Reserve, la livre sterling s'effondre. Les réserves britanniques fondent à vue d'œil. Washington est catégorique. Il n'y aura aucun prêt pour renflouer Londres tant que les troupes ne se seront pas retirées d'Égypte. À ce chantage financier s'ajoute le chantage énergétique. Les Américains bloquent le ravitaillement en pétrole alors que le canal est obstrué par les navires sabordés de Nasser. Le Royaume-Uni, acculé, finit par craquer. Le Premier ministre Anthony Eden, à bout de nerfs, harcelé par l'opposition travailliste et menacé de démission par ses propres ministres, capitule. Le 6 novembre, à 13h, il téléphone à Guy Mollet et lui annonce que le Royaume-Uni accepte le cessez-le-feu exigé par l'ONU. La France, isolée, ne peut que s'aligner. Sur le terrain, c'est la stupeur. L'ordre tombe alors que les troupes sont à 37 km au sud de Port Saïd. Le général Beaufre explose de rage devant ce qu'il considère comme une trahison politique. Quelle bande d'imbéciles! Ils abandonnent au moment où il faut pousser. Le 7 novembre, à 2h du matin, le silence retombe sur le canal. L'expédition mousquetaire se termine en Dien Bien Phu diplomatique. La guerre aura fait en une semaine 11 morts côté français, 22 côté anglais et 172 côté israélien. Les pertes égyptiennes sont beaucoup plus importantes, auxquelles s'ajoutent au moins 1 millier de civils. La France et le Royaume-Uni sortent de l'aventure humiliés, obligés de laisser la place au premier casque bleu de l'histoire. Militairement, Nasser a perdu la guerre. Politiquement, il a tout gagné. Le 22 décembre 56, alors que les derniers soldats franco-britanniques rembarquent, le visage du Proche-Orient a changé pour toujours. Le Reich, dont l'aviation est en cendres et l'armée en retraite, sort du chaos avec un prestige immense. Pour les pays colonisés, il se présente plus que jamais comme un nouveau Bolivar, le champion du non-alignement qui a fait plier les vieux empires. Pour la France et le Royaume-Uni, Suez est un séisme qui marque la fin de la politique canonnière. Désormais, les puissances moyennes n'ont plus leur mot à dire sans l'aval des deux géants. Les États-Unis et l'URSS s'installent dans le vide laissé par l'Europe, et le tiers-monde devient un acteur politique majeur sur l'échiquier international. L'historien Robert Solé écrit dans son Histoire du Canal « Quant au bilan politique de ce super fiasco, il est incalculable. Les Britanniques, les Français et la plupart des Juifs vivant en Égypte sont expulsés du pays. Leurs biens sont séquestrés et leurs établissements scolaires nationalisés. Pour la France, c'est un désastre. Elle perd en quelques semaines un crédit accumulé depuis un siècle. N'occupant pas le pays, elle avait pu y développer sa langue et sa culture. Et Nasser, qui devait sortir de ce conflit affaibli, voire battu, devient un héros. Le Raïs, qui a réussi à transformer une défaite militaire en brillante victoire diplomatique, est même déjà sacré leader du monde arabe. La statue de Ferdinand de Lesseps, qui trônait jusque-là à l'entrée du canal, est dynamitée devant une foule en liesse et s'enfonce dans les eaux. La compagnie de Suez, elle, sauve sa peau. Expropriée 12 ans avant la fin de sa concession, elle ne meurt pas. En 1958, après d'âpres négociations à Rome et Genève, un accord est signé. Nasser accepte de renoncer aux capitaux de la compagnie située hors d'Égypte et verse à celle-ci une indemnité de 34 milliards de francs en guise de dédommagement. Elle gagne même le droit de sauvegarder le nom de Suez alors qu'elle souhaite se reconvertir en société financière. En 2008, elle fusionnera avec Gaz de France pour former GDF Suez, l'actuel Engie. Le monde qui avait vu naître le canal de Suez n'est plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si NordVPN vous intéresse, n'oubliez pas que si vous passez par mon lien en description, vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans. De quoi gagner une protection complète pour tous vos appareils. D'ailleurs, pour info, les boîtes d'Italia 1497, le jeu de plateau sur lequel on travaille depuis 1 an avec DTDA, viennent d'arriver à Versailles. Les envois vont commencer là, fin août, début septembre. Si vous aviez raté la campagne de précommande, on a quelques boîtes en plus que vous pouvez retrouver directement sur le site de DTDA.
Les commandes faites là-bas seront envoyées en novembre, donc ça rentrera pile dans les temps pour un cadeau de Noël. Je vous mets les infos en description. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont rejoint le Ulule ou le Tipeee le mois dernier. Ça fait plaisir et la série sur l'histoire de France a l'air de vous plaire. Et si vous voulez en voir plus, je vous affiche à l'écran mon dernier épisode sur l'économie espagnole, pour comprendre comment ça a pu mal tourner alors que le pays était assis sur une mine inépuisable de métaux précieux. Et écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'Histoire.